Bonjour à tous. Pendant nos débats, nous allons évoquer deux sujets. D'abord, la répression de la police républicaine qui, depuis un peu moins de 3 semaines maintenant, est sur les routes sur l'ensemble du territoire national en campagne contre les diverses infractions au code de la route. Nous ferons le point et nous demanderons quelle protection du ministère du Commerce face à la violente et vertigineuse spéculation autour du casque depuis le début de cette opération. Puis nous aborderons la présidentielle au Sénégal avec la libération et l'entrée en campagne officielle du pire opposant à Macky Sall. Quels pourraient être les impacts donc de l'implication d'Ousmane Sonko sur l'issue de la compétition? On fera le débat. En économie, Clément Tchadé nous propose de redécouvrir son élément réalisé sur la chute du Naira, une enquête qu'il propose et qui nous découvre un peu tous les aspects de la question en questionnant les techniciens en la matière, mais aussi les acteurs sur le terrain. Bienvenue à tous. Fraternité pour commencer cette une des journaux ce matin. La retraite non préparée, la grosse galère du troisième âge. C'est un gros dossier réalisé par le quotidien Élection générale de 2026. L'intégralité du code électoral promulgué à découvrir donc dans les colonnes du journal. Je vous aide à découvrir un peu plus en bas les titres, les derniers, les deux notamment. Voix de femme, Fatnel Dikwesi, ce n'est pas vrai de dire qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs CFA, a-t-elle dit, avis donc à ces coachs qui le chantent partout. Perturbation des réseaux internet fixes et mobiles. La SPIN donne les raisons et rassure ses clients et partenaires. Nous sommes là maintenant avec Matin Libre. Promulgation de la loi 2024-13 du 15 mars 2024. Nouveau code électoral pour qui et contre qui? C'est demandé le journal. Répression du chargement opaque à Parakou. Une douzaine de véhicules a raisonné Nord-Sud Quotidien. AME, les nouvelles sont bonnes, mais l'indépendant, souvenir des élections du 20 mars 2016, déjà 8 ans de réforme sans compromission politique, nous propose donc l'indépendant, les 4 vérités, après le contrôle de conformité par la Cour constitutionnelle. L'intégralité du code électoral promulgué par Patrice Talon. Le potentiel affaire marché public et corruption à la HAC, la CRIA flanque 10 ans de prison aux 2 inculpés. Libération, partenariat Bénin-Union européenne, plusieurs accords de financement signés, nous apprend Libération. L'événement du jour, revalorisation salariale des agents des collectivités territoriales décentralisées. Le président Luc Atrokpo et la NCB reconnaissant à Talon. Le matinal, nouvelle mesure gouvernementale pour améliorer les conditions de vie des AME. Syndicats, enseignants et bénéficiaires reconnaissants. Vous avez les avis de la CSA Bénin, de la CGTB, de l'UNSTB qui saluent les progrès significatifs. C'est un avis conjoint en effet. Noël Chadaré, il y a une bonne dose d'humanisme dans cette affaire, a confié l'homme Narcisse Amoussouga, aspirant à Cotonou. C'est ce que nous attendions depuis. Et puis, Epiphane Azon, lui qui est président de l'Association nationale des parents d'élèves, que la mesure soit effective. Le Chasseur Info, nouvelle mesure sur les conditions de vie et de travail des AME au Bénin, la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB, entre avancées et défis. Nouvelle économie, sur endettement, la France recherche 285 milliards d'euros en 2024, l'équivalence de 186,948 milliards de francs CFA. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Retraite non préparée, la grosse galère du troisième âge. Élection générale de 2026, l'intégralité du code électoral promulgué. Et puis en bas, 2 autres titres qui pourraient vous intéresser. D'abord, voix de femme. C'est une chronique. Fatnel Dikwesi, ce n'est pas vrai de dire qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs CFA. Et puis, perturbation des réseaux Internet fixes et mobiles. La SPIN donne des raisons et rassure ses clients et partenaires. Voilà donc ce qu'on peut retenir, la une des publications ce matin.
comme à notre habitude, on va fouiller dans Fraternité, qui nous propose d'ailleurs ce matin, hein, sur environ 4 de ces pages, l'intégralité du code électoral tel que validé, en tout cas d'abord modifié par l'Assemblée nationale, validé par la Cour constitutionnelle et promulgué par le chef de l'État. Vous avez donc l'intégralité du document dans les colonnes du journal. Vous pouvez l'acheter et garder en archive tout en vous inspirant chaque matin si vous avez des ambitions jusqu'en 2026. Et puis en page 2 maintenant, cette manchette du quotidien ce matin, la grosse galère chez les personnes du troisième âge. La retraite, quand elle est mal préparée, c'est très difficile à vivre. Le journal propose par exemple à découvrir le piège financier qui guette souvent ceux qui ont fini de travailler soit pour l'État, soit pour le privé et qui n'ont pas eu le temps de penser à cette période de leur vie. Il y a aussi qu'il y a un stress émotionnel qui accompagne leur quotidien après donc autant d'années de dur labeur. Maintenant, comment s'y préparer, comment est-ce qu'on s'en tire? Le journal propose aussi quelques thérapies, notamment comment préparer sa retraite. L'enquête est sur 2 pages, la 2 et la 3. Achetez donc le quotidien et découvrez. Et puisque l'actualité depuis lundi est dans le domaine de l'éducation, sachez que la FESEN-CSTB est en cité ce mercredi, c'est Fraternité qui nous l'apprend. C'est pour protester contre l'état actuel de l'école, mais aussi des enseignants. On a reçu justement le secrétaire administratif de cette organisation par ici hier pour nous dire qu'est-ce qu'il demandait au gouvernement. Et voilà donc ce qu'on peut retenir d'intéressant dans Fraternité ce matin. Il y a bien autre chose que je vous laisse découvrir dans les colonnes du journal. Achetez votre exemplaire de ce mercredi matin ou alors faites un tour sur le site internet et découvrez le contenu du journal. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalon. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On aura dans le bulletin que vous aurez à nous présenter tout à l'heure. On aura, comme je le disais, les images de la visite du ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines qui était sur quelques chantiers de réalisation des châteaux d'eau de la commune d'Alada. Plusieurs opérations, plusieurs arrondissements de la commune bénéficient du projet qui va offrir de l'eau potable aux populations. En tout cas, on aura l'avis très satisfait de Sam Seydou Adambi. Lui, c'est le ministre donc en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Et puis, vous le savez, depuis quelques jours, d'importantes perturbations sur les réseaux Internet fixes et mobiles sont enregistrées sur l'ensemble du territoire national. De leur côté, les responsables de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBINESA, étaient face aux professionnels des médias pour éclairer l'opinion publique sur la situation et les actions menées pour un retour à la normale. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont dit? On aura des détails tout à l'heure. Voici le bulletin. Donc ce journal en allant directement à l'ADA parler d'un bien assez précieux. Il s'agit de l'eau. Teddy Goudalon, le ministre en charge de la matière, était en visite sur quelques chantiers de réalisation des châteaux d'eau dans la commune d'Alada. Donc Tanguy, plusieurs communes, sinon plusieurs arrondissements de cette commune bénéficient du projet qui va offrir de l'eau potable aux populations. La descente du ministre Sam Seydou Adambi est satisfaisante et il n'a pas manqué de faire quelques observations au profit, sinon à l'endroit des entreprises en charge des travaux pour le respect du délai contractuel. On va suivre le point avec Idrissou Boukari. Encore quelques mois et les difficultés d'accès à l'eau potable seront un mauvais souvenir pour la population d'Alada dans le département de l'Atlantique. Ici, à Lissé-Gazon, l'un des 12 arrondissements de la commune, les travaux de construction du château d'eau sont presque bouclés. Il reste quelques derniers réglages et la station de pompage est déjà opérationnelle. Par contre, un peu plus loin, dans les arrondissements d'Ayou, Atogon et Henvi, les travaux connaissent quelques retards, mais l'entreprise qui en est la responsabilité s'affaire pour rattraper le temps perdu. Déjà un soulagement pour les autorités locales. Un soulagement à 100%. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, grâce au gouvernement, nous avons bénéficié de cette infrastructure.
Je dois dire que dans notre commune, c'est notre arrondissement qui est le premier arrondissement à bénéficier d'une infrastructure de telle qualité. Avec ce gouvernement, tout est différent parce qu'avant on assistait à des postes de pierre. Mais si c'est après le travail maintenant que le ministre est arrivé, nous disons d'abord par ma voix la population de la commune d'Alada dit un grand merci à ce gouvernement que dirige M. Patrice Talon. Cette descente du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines est la suite de sa tournée entreprise depuis quelques mois pour constater l'évolution des chantiers d'eau potable en milieu urbain comme rural. Cette visite lui a permis d'apprécier non seulement le niveau, mais aussi la qualité des ouvrages, à savoir les châteaux, les stations de pompage d'eau et les unités de contrôle de qualité d'eau réalisées au profit des populations. Normalement, à la fin de cette année, les ouvrages seront rendus disponibles et également l'eau pourra couler dans les robinets, que ce soit dans les maisons pour les abonnements privés ou les bonnes fontaines qui sont prévues. Donc nous avons pu voir également que l'essentiel des matériaux achetés est déjà sur place et que le chantier évolue cas un cas même si ce n'est pas comme on le souhaite. Et nous allons faire quand même une mise au point ensemble avec l'entreprise et l'agence de l'eau, qui est le maître d'ouvrage, pour pouvoir donc booster les travaux au niveau de ce SAEP-là que nous avons pu voir ensemble avec vous. Pas grand problème, en dehors de quelques petites corrections dues à quelques casses au niveau des jonctions qui ont été portées à notre attention. Et également au niveau du château d'eau, des corrections qui ont été déjà opérées. L'eau est déjà dans le château et disponible auprès sur les bonnes fontaines et au niveau des ménages qui ont des abonnements privés. Une bonne partie des populations d'Alada bientôt sortie des difficultés d'accès à l'eau potable. Pour le reste de la commune, tout comme les autres localités, le ministre promet que d'autres projets viendront combler le gap car, selon lui, l'objectif du gouvernement est d'offrir de l'eau potable à toute la population à l'horizon 2026. Merci à vous Idrissou Boukari. Depuis hier, il jubile puisque le gouvernement a pris de nouvelles mesures à leur endroit. Les aspirants au métier d'enseignant bénéficient désormais d'une prime de 20 000 francs CFA par mois, d'une gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants et les femmes aspirantes au métier d'enseignant bénéficient elles aussi d'un congé de maternité. Au vu de toutes ces améliorations, des AME promettent de redoubler d'efforts pour mieux satisfaire le gouvernement. Suivons ici les propos du vice-président national du cercle de réflexion des suppléants des enseignements maternels et primaires. Après que nous ayons, sous la bannière de notre guide, le SG Arnaud Agbonka, rencontrer le ministre des enseignements maternels et primaires, son Excellence le ministre Salman Karim. Mais le ministre en son temps nous avait promis toute une batterie de situations qui allaient améliorer les conditions, toute une batterie de décisions, j'allais dire, qui allaient améliorer les conditions de vie et de travail des AME. Et ce que nous attendions, ce qui était dans le mémorandum que nous avons déposé au ministre, nous avons constaté que tout nous a été accordé, pratiquement, si ce n'est la question du reversement des AME. C'est la seule question actuellement que nous n'avons pas encore eu. Mais nous disons déjà un grand merci au chef de l'État et à son gouvernement. Parce que là, nous avons constaté que nos collègues AME qui avaient été radiés pour faire de grève et dont nous avons posé le problème au ministre, ont été réintégrés. Nous avons aussi constaté que nous avons l'habitude de dire sur les chaînes de télévision, et nous l'avons martelé à Canal 3 à plusieurs reprises, que le salaire est insuffisant. Nous avons constaté que le président de la République a quand même été généreux avec les AME en nous accordant 20 000 francs de prime sur nos salaires. Et cela concerne tous les AME. Nous allons redoubler d'ardeur au travail. Nous allons travailler davantage pour montrer au gouvernement que le chef de l'État a raison d'abord d'instituer ce programme qui est un programme à caractère social.
Parce que comprenez qu'il y avait beaucoup, en 2019, il y avait beaucoup de personnes, de jeunes, qui étaient titulaires de CEAP ou du CAP, des écoles normales d'instituteurs, et qui étaient à la maison, qui étaient sans emploi. Donc, cette mesure de recruter beaucoup de jeunes titulaires des diplômes professionnels formés dans les écoles normales, et le chef de l'État est allé encore plus loin. On a autorisé le recrutement aussi des jeunes bacheliers, des jeunes qui ont aussi la licence, des jeunes qui ont la maîtrise, des jeunes qui ont aussi fait des formations dans les écoles normales supérieures. À l'instant, le vice-président national du cercle de réflexion des suppléants des enseignants maternels et primaires, toujours dans le secteur de l'éducation, atelier d'appropriation du code et de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et des chercheurs du supérieur. Les assises sont organisées par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Elles ont été l'occasion pour les participants de revisiter les 40 articles contenus dans le document élaboré par la délégation au contrôle et à l'éthique. Au thème des travaux, le code a été adopté et a formulé certaines doléances, dont la vulgarisation du document et bien d'autres. On va suivre le point avec Imet Hélène Amoussou. Mobilisés ici à Dassa, ces acteurs proviennent des différentes universités et instituts de recherche du pays. La rencontre est initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est un atelier qui offre aux participants le cadre de se prononcer puis d'adopter un outil important. Le document élaboré par la délégation au contrôle et à l'éthique est un corpus de tests et dispositions qui vont désormais guider la conduite professionnelle des personnels enseignants ainsi que les chercheurs du supérieur. En réalité, ces règles, elles existaient déjà. Elles sont de plusieurs types et on pourrait les classer suivant différents critères. Mais elles sont éparses dans différents textes, de sorte que leur connaissance est difficile pour les concernés. Il fallait donc les regrouper en un corpus unique de manière à les rapprocher et à faire émerger le sens qui ne se perçoit pas toujours lorsque on les voit d'un texte à un autre. Supervisés par un présidium mis en place pour la circonstance, les travaux ont duré 2 jours. Ils ont permis à l'assistance de revisiter le contenu des 40 articles contenus dans le document afin d'en avoir une plus profonde compréhension et apporter leur appréciation. Je retiens au thème des 2 jours que les objectifs ont été entièrement atteints, à savoir que à travers les questions, les interrogations, voire les critiques, les parties prenantes ont eu l'occasion de comprendre ce que signifie chaque terme utilisé dans les 40 articles de l'avant-projet du Code. Nous avons fait l'effort aussi de rapprocher les règles éparses qui avaient un lien entre elles, de manière à les rendre un peu plus intelligibles. Je pense que la démarche, elle est participative et elle est appréciable parce que nous approprier ces tests nous permet d'harmoniser notre compréhension des tests et d'émettre aussi des amendements s'il y en a. Exprimant sa reconnaissance aux différentes parties prenantes pour le travail abattu, la ministre Éléonore Yaïla-Décan les a aussi invités à commencer à mettre en pratique les principes énoncés dans ce code en attendant le processus d'adoption définitive. En adoptant ce code de déontologie et d'éthique, nous engageons ainsi à maintenir les plus hauts standards d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Cela renforcera la confiance accordée à notre communauté académique et garantira le respect des valeurs fondamentales de l'enseignement supérieur. Au terme des assises, il a également été décidé l'organisation de séances en vue de la vulgarisation du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Merci à vous, Imet Hélène Amoussou. Mesdames et messieurs, au sujet de cette sortie médiatique de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce sera tout pour cet exercice matinal. Tanguy Agoy.
Merci beaucoup à vous, Tidi Goudala. Et quand vous parlez de prochaines éditions, on a des éditions intermédiaires. Les bulletins d'information, notamment de 11h, de 16h. Et puis, on a les grandes éditions, notamment celles de 13h, de 19h30 et de 22h30. Ce sont les rendez-vous sur Canal 3 Bénin pour faire le point de l'actualité de la journée. Et restez donc fidèles à votre télévision de préférence à Cotonou et vous serez suffisamment informés. Allez, Tidi Goudala, merci beaucoup pour cette... Oui, je vous retrouve lundi prochain. Lundi? Ah oui, c'est déjà la fin de la campagne hebdomadaire donc pour cette semaine. Allez, merci beaucoup de m'avoir accompagné, ce fut un grand plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, allez, Actu Matin va se poursuivre. Vous aurez, je ne vous l'ai pas dit à l'entame de cette émission, Apollinaire Afé, oui, il est secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, l'UNSTB, pardon. Eh bien, avec lui, on va discuter, il sera au téléphone, on va discuter un peu de cette déclaration conjointe faite avec la CSA Bénin et la CGTB au sujet justement des nouvelles conditions faites notamment aux AME, aux aspirants au métier de l'enseignant. Ils ont salué les avancées, mais en faisant quelques réserves. En tout cas, on l'aura au téléphone tout à l'heure. Allez, Ali Moumouni n'est pas encore suffisamment prêt. Quelques soucis avec sa montre, on verra très bien tout à l'heure. Mais en attendant, voici déjà que je vous propose le rendez-vous avec Clément Tchadé. C'est la rubrique économie. Nous sommes mercredi en effet, justement, parlant de cette rubrique. Ce matin, Clément Atchadé nous propose d'aller découvrir la galère des acteurs du monde des affaires qui doivent passer par le Naira. Le Naira, c'est la monnaie utilisée au Nigeria. Eh bien, elle est en chute libre depuis quelques mois maintenant. C'est la grosse galère donc au niveau donc des affaires. Alors, comment cela se passe? Acteurs et techniciens de la chose ont été interrogés par notre spécialiste. Voici sa réalisation. Créée en 1973, la monnaie nigériane née du départ du pays de la livre sterling britannique connaît depuis quelques années les pires moments de sa vie. Et pour riposter, la CBN, Central Bank of Nigeria, procède en 2023 à la dévaluation de la monnaie. Une solution inefficace, selon les économistes et spécialistes de la politique monétaire des États, qui engendra plus tard la dépréciation du Naira sur les marchés financiers. En effet, la monnaie de l'une des plus grandes économies africaines a atteint un niveau record de 1800 Naira pour $1 sur le marché bancaire et près de 2000 Naira sur le marché noir. Cette politique n'a pas pu avoir une continuité et ne s'est pas matérialisée dans les faits pour la transformation structurelle de l'économie nigériane. À partir de ce moment, le Nigeria est resté un colosse au pied d'argile. Donc ce sont les raisons fondamentales de cette situation, de la chute drastique donc, du taux de change du Naira, de la monnaie nigériane aujourd'hui, et qui fait que nous sommes confrontés à ce problème dont les répercussions donc, sont énormes, aussi bien sur le Bénin que sur les pays qui sont donc, voisins donc, au Nigeria. À Sémé-Craké, l'une des villes frontalières du Bénin avec le pays, la plus importante activité commerciale menée par les habitants subit déjà les effets de cette crise monétaire. Les mouvements du Nigeria, ça ne passe pas plus du tout comme ça. Les marchandises qui rentrent dans notre pays à l'autre, ça ne va pas du tout. Il y a un peu de fermeture, un peu partout. C'est pourquoi que les marchandises ne vont pas. Alors que si les marchandises ne rentrent pas dans un pays à un autre pays, il y a la chute totalement de Naira. Naira était à 4 000 à 5 000. Mais au moment que nous, on a commencé, c'était à 3 000. Comme ça là. Mais c'est chuté jusqu'à 400 000 Naira maintenant, à 350. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, on ne sait pas la cause. D'autres disent que c'est le dollar qui ne vient pas au Nigeria, ou bien c'est
le CFA ou bien c'est un problème mondial. On ne sait pas à quoi s'attenir ou bien à quoi s'attacher pour connaître les vraies causes. Donc nous sommes là. Comme c'est un travail que nous avons accepté de faire depuis un certain temps, on est là et on espère que ça ira un jour. Aujourd'hui, à demander un Béninois qui va au Nigeria, qui travaille pendant un bon moment, qui revient et fait l'échange pour nourrir sa famille ici au Bénin, on lui dit 350. Comment il peut se sentir? Les gens viennent ici pour faire l'échange, on leur dit 350 et ils sont terrifiés. D'autres veulent même laisser l'argent, le peu qu'ils ont amené. Vous voyez, donc le Naira, nous-mêmes qui sommes dedans, on a peur vraiment. Pour les économistes et spécialistes du Nigeria, les réelles causes de la dévaluation du Naira et ses corollaires sont loin de la pensée populaire. Le Nigeria dépend encore en grande partie de l'extérieur. Et les achats qui sont faits à l'international sont extrêmement importants, au-delà donc de ce qu'on produit au niveau national. Or, du fait de la santé de l'économie qui n'est pas suffisamment en phase avec la politique, il y a la conséquence comme un des éléments le reflète, l'inflation excessive. Aujourd'hui, on croit plus au dollar comme monnaie refuge et au CFA comme monnaie refuge au Nigeria plutôt qu'au mécanisme mis en place pour crédibiliser le Naira. Le Nigeria, c'est un gros importateur net de pétrole, bien qu'il soit riche donc en pétrole. Il importe également du pétrole et près de 35% de ces importations de pétrole sont destinées donc à la consommation donc intérieure. Et ces 35% donc représentent à peu près une part importante donc des exportations donc du pétrole donc du Nigeria. Donc il faut payer ce pétrole qu'on importe en dollars. Lorsque les réserves donc, de change diminuent, la Banque centrale était obligée d'intervenir pour pouvoir limiter les importations. Parce que s'il n'y a plus de devises donc, pour importer, automatiquement les importations donc, sont également rationnées. Malgré les politiques mises en place par l'administration Tinubu, les fruits n'ont pas tenu la promesse de fleurs. En témoignent les réalités que vivent les acteurs du commerce transfrontalier. La conséquence de cette hémorragie des réserves de change, en lien avec l'importation excessive des biens et services du Nigeria, pèse sur l'économie béninoise, avec des effets visibles dans plusieurs secteurs. Que, par exemple, plusieurs Nigérians venaient se former, s'instruire, s'éduquer au Bénin au travers de nos universités ou de nos centres de formation. Il n'y en a plus aujourd'hui. L'autre aspect qui paraît extrêmement important, c'est que en réalité, les Nigérians auront tendance à envoyer vers les pays voisins, dont le Bénin, toutes sortes de produits qu'ils ont à l'intérieur, c'est-à-dire qui relèvent de la production locale. Et quelle que soit la qualité de ce produit, ils voudront le vendre donc dans les pays voisins comme le Bénin. Et le risque, par exemple, pour l'agriculture, c'est qu'on trouve des produits agricoles qui viennent concurrencer ce que nous avons ici. Non pas que le niveau de satisfaction des besoins au Nigeria, on a atteint ça, mais dans une stratégie de relèvement du niveau de revenus, ceux-là, ils voudront faire procéder de cette manière. Et en ayant l'argent au Bénin, plus qu'il n'en faut au Nigeria,
ils vont acheter ce qu'ils peuvent prendre rapidement, peut-être de très basse qualité, et puis repartir au Nigeria. Les commerçants béninois comme les économistes plaident pour un changement de politique économique adapté à la réalité et réduisant la souffrance des populations, principaux perdants des réformes de Tinubu. Le Nigeria n'a pas pu se diversifier son économie, amorcer sa transformation structurelle. Pour pouvoir avoir un portefeuille de produits à l'exportation suffisamment donc diversifié qui pourrait lui procurer donc des devises. Maintenant, les péripéties du Nigeria pour pouvoir avancer sur cette voie de souveraineté monétaire sont liées fondamentalement à la fragilité de son développement. Au fait que ce pays n'a pas pu convertir les mannes donc du pétrole en développement. Les schémas de régulation qu'il faut mettre en place par rapport au relèvement du niveau de cette santé économique dépendent de la volonté politique. Il y aura des mesures tarifaires, donc l'entrée des produits, si on laisse la possibilité aux grands commerçants d'importer, oui, mais quelles sont les taxes à prélever sur chacun de ces produits qui viendront pour protéger un peu ce qui est production locale? Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, comment aussi on satisfait la consommation en trouvant un mécanisme pour que les grandes villes, en tout cas tout consommateur, ne se trouve pas pénalisant à travers le revenu qu'il a, le niveau de sa consommation. Et je crois que de ce point de vue, moi, ce que je pense, il faut éviter de subventionner tout ce qui vient de l'extérieur. Cette dernière chute de la monnaie nigériane et des marchés boursiers intervient après l'accélération du taux d'inflation ressorti par les données fin février. Une inflation qui atteint près de 32% en termes annuels en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires. Et nous voici donc à la fin de cet élément proposé par Clément Achadé sur la situation du Naira actuellement. La monnaie nigérienne est en quelques difficultés là-bas à Abuja. Cela n'est pas sans conséquence sur la vie économique du pays, du Bénin, pardon, son pays, son voisin. Vous avez pu suivre donc cette réalisation de Clément Achadé. Allez, on va passer maintenant aux actualités des sports. Menu de sport matin ce matin, des informations pêle-mêle. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. On va déjà prendre la direction d'Amiens en France où les Guépards préparent déjà, je dois dire, les différents matchs comptant pour la fenêtre FIFA. Oui Tanguy, l'équipe nationale de football du Bénin a tenu sa deuxième séance d'entraînement. C'était hier au stade Molongué d'Amiens. Il faut dire que la troupe de Guénot était au complet. Le dernier joueur attendu a finalement rejoint le groupe. Il s'agit bien sûr de Johan Roche qui a participé aussi à l'entraînement intensif comme tous ses partenaires. La séance des Guépards a duré 1h30 sous la houlette bien entendu du sélectionneur franco-allemand. Vous le voyez sur ces images qui nous ont parvenues, sont parvenus depuis la France. Pour rappel, Olivier Verdon et Tami Mourou ne font plus partie de ce groupe. Ils sont respectivement remplacés par Melvin Duromus et puis Brandon Agounon. Olivier Verdon qui, il faut le rappeler, était blessé. Et puis du côté donc de jeune Tami Mourou, c'est un problème administratif, Tanguy. Alors, à la fin de la séance, ils ont reçu aussi la visite des autorités. C'est bien sûr le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, qui est allé rendre une visite aux joueurs. Il y a eu donc l'autorité a eu un échange convivial avec les joueurs et le staff. Nous apprendons bien sûr depuis la France. Ce mercredi, les Guépards seront une fois encore présents toujours au stade Molongué à Amiens à partir de 16h30 pour leur troisième séance. Il faut rappeler que le Bénin affronte la Côte d'Ivoire pour les fenêtres FIFA de mars 2023. Ce sera le 23 mars prochain et puis le 26, donc 3 jours plus tard, on sera face à l'ancien champion d'Afrique, le Sénégal. Tanguy.
Le Bénin n'est plus en compétition des Jeux africains au football, mais au hand, l'équipe joue les demi-finales cet après-midi. Bien entendu, on reviendra sur cette actualité, mais d'abord, on va faire un tour. On va parler du championnat au plan national avec la Ligue 3. Tanguy, au niveau de la zone B, il y a eu les rencontres qui ont été disputées ce week-end. La JS a affronté Gomido et s'est incliné sur le score d'1-0. Okota a pris le dessus sur l'US Barboni, 1-0 également. Il faut noter la victoire de Énergie 2-0 face à Sota FC. Et puis Boa de Sinandé qui s'est également imposé sur ce score identique. C'était face à Delta FC. Au niveau de la zone A, les rencontres de la 11e journée auront lieu donc dès ce soir. CFS affrontera Espérance. Jam aura pour adversaire Étalon. La jeunesse sportive de la vallée affrontera l'équipe de Sitatunga. On aura entre autres explications Tambo Abyss Sport et puis Azos qui affrontera l'Union sportive de Sémécrac. Et c'est bien sûr au niveau de la zone A. On parle là des rencontres de la 3e division. On file rapidement, Tanguy, vous le disiez, à Accra pour parler des Jeux africains. Au niveau de football, il y a eu les rencontres des demi-finales qui ont été disputées hier. Le Ghana était face à l'équipe du Sénégal. Les Ghanéens se sont imposés 1-0 face à cette formation sénégalaise. Et puis l'autre rencontre, c'était entre l'Ouganda et le Congo. 4-2 pour la formation ougandaise qui est en très belle forme. D'abord, qui avait fait carton plein lors des phases de groupe avec 9 points sur 3 rencontres disputées. Et puis, cette fois-ci, il s'impose en demi face au Congo 4-2. En finale, on aura donc une affiche Ghana-Ouganda. Ce sera à 21h à partir de ce vendredi. Et puis, à 18h, le Sénégal affrontera le Congo pour ce qui concerne la petite finale. Tanguy, pour revenir à votre information, tout à fait. Le Bénin ne participe plus à la compétition au niveau du football. On vient de le remarquer tout à l'heure avec les affiches des finales. Mais au niveau du handball, les Guépards sont dans le carré d'as et affronteront l'équipe de l'Égypte tout à l'heure à 15h heure locale. C'est bien sûr ce mercredi 20 mars 2024. Et puis l'autre explication des demi-finales, ce sera entre la République démocratique du Congo et puis le Nigeria. Tanguy, c'est l'essentiel pour ce matin. Et donc, c'est allé très vite. Ali Moumouni, merci beaucoup pour ce tour d'horizon assez rapide de l'information sportive ce matin. J'ai envie d'ajouter une dernière qui m'est tombée sous la main hier nuit, au plus profond donc de la nuit. C'est que le Bénin a participé à la compétition rugby à 7, notamment dans la catégorie des hommes. Mais l'expérience a été très amère. J'ai des résultats qui ne sont pas assez intéressants. La Tunisie qui a battu le Bénin 4-0 par exemple. Et puis le Bénin qui s'était aussi incliné face au Ghana, le pays organisateur, le pays hôte. C'est qu'à 3-0. Quand on n'est pas prêt, on se prépare suffisamment, non, Ali? On est obligé de participer. Oui, Tanguy, il faut participer. C'est comme on prend l'exemple par exemple du football, ou quand vous êtes qualifié pour participer à une compétition, si vous ne participez pas pour les éditions prochaines, vous risquez d'être laissé en arrière. Donc je pense que c'est... On peut commencer d'abord par les matchs amicaux, on peut commencer par des stages techniques, on peut commencer à relever son niveau. Ça se fait déjà, ça se fait déjà quand vous parlez de rugby. On ne va pas prendre ces gens de gifles pour le Bénin. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas que le Bénin, il y a d'autres pays aussi qui ont reçu ces gens de gifles et ce n'est pas qu'au rugby, il y a eu également d'autres disciplines comme le basketball aussi. Pour ces Jeux africains, le Bénin a été carrément déculotté et donc voilà, ce sont des résultats assez amers, vous l'avez dit tantôt, mais je pense que le mieux serait d'aller toujours essayer et d'engranger l'expérience, vous savez. Ça me rappelle bien sûr ces propos du président de la fédération de basketball à son arrivée, qui dit que le Bénin va commencer par participer aux différentes compétitions sous-régionales ou encore continentales ou internationales, le temps de mieux engranger suffisamment d'expérience et puis être, je dirais, au même niveau que les autres. On a vu ça au niveau des catégories d'âge et ça a été une très belle expérience après la première participation et l'édition suivante, ça a été de très bons résultats et je pense que si ça se poursuit sur cette lancée, ça va donner peut-être de bons résultats à l'avenir. Il faut reconnaître aussi qu'au niveau de cette discipline, ma foi, à laquelle on s'intéresse assez moins, il y a un travail assez formidable qui se fait parce que je travaille beaucoup plus avec les jeunes et donc pour le moment, on peut espérer que c'est
c'est une expérience. Et puis, voilà, peut-être pour les prochaines éditions. On aura déjà grandi. On aura eu l'expérience qu'il faut. Allez, Moumouni, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, notre invité au téléphone, le secrétaire général de l'UNSTB a déjà décroché notre appel. Voici l'invité ce matin. Je l'ai dit, Apollinaire Aféoué, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, est au téléphone. Monsieur Aféoué, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin au téléphone au sujet de ce communiqué conjoint que vous aviez hier signé avec la Confédération générale des travailleurs du Bénin et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. C'est au sujet, dois-je rappeler, des nouveaux avantages accordés aux aspirants au métier de l'enseignement. Et vous saluez déjà ce qui a été accordé par le gouvernement, monsieur le secrétaire général. Oui, merci monsieur le journaliste de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur cette actualité. Je salue les téléspectateurs de Canal 3 et je salue également toute l'équipe de Actu Matin. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons accueilli favorablement ces nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement en faveur des AME dans la mesure où il s'agit, n'est-ce pas, de décisions qui nous amènent à pousser un ouf de soulagement par rapport à cette catégorie d'enseignants qui était devenue un véritable casse-tête pour tous les acteurs sociaux. Tout à fait. En raison des conditions dans lesquelles ils étaient employés et qui n'étaient pas qui ne suivaient pas les normes, n'est-ce pas, au plan national et même international. Alors, vous faites dans votre déclaration, dois-je dire, et comme on l'annonce souvent, les bonnes choses ont beaucoup de papa, vous faites une revendication de paternité de cette bonne nouvelle. C'est la lutte maintenant, monsieur le secrétaire général? Non, je pense que si vous avez fait attention à notre déclaration, nous avons plutôt fustigé, n'est-ce pas, le fait que certaines chapelles syndicales ont tenté de récupérer, n'est-ce pas, cette avancée. Et nous avons tout simplement rappelé que l'ensemble, n'est-ce pas, de la classe ouvrière du Bénin, l'ensemble des organisations syndicales a joué un rôle, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre depuis 2019 que cette situation perdure. Et donc, à ce sujet, on ne pourrait attribuer, n'est-ce pas, cette avancée à une seule chapelle syndicale, mais à l'ensemble de la classe ouvrière et même au-delà à des leaders de la société civile, pourquoi pas de la classe politique qui, à un moment donné, ont, n'est-ce pas, pris à bras le cœur également la situation des AME. Vous demandez justement aux AME, ceux qui bénéficient de ces nouvelles conditions, vous leur demandez de ne pas être triomphaliste, d'être modéré. Est-ce que vous voulez être des rabat-joie? C'est quand même une grosse avancée, monsieur le secrétaire général. Eh bien, c'est une avancée, nous l'avons reconnu et nous avons pris acte. Mais nous, notre lutte, notre combat pour cette catégorie professionnelle est et reste l'acquisition d'un statut beaucoup plus stable, n'est-ce pas? L'intégration dans l'une des catégories, n'est-ce pas, de la fonction publique. Vous savez bien que le statut général de la fonction publique a prévu deux grandes catégories en ce qui concerne les employés de l'État. Nous avons les contractuels de droit public et les fonctionnaires, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à présent, même avec ces mesures qui ont été prises, cette catégorie d'enseignants ne rentre pas encore dans ces catégories-là. Il continue d'être un personnel hybride, n'est-ce pas? Et nous pensons que l'objectif devra
être et a toujours été pour nous de travailler en sorte que cette catégorie professionnelle puisse acquérir le statut tout au moins d'agent contractuel de droit public. Et c'est pour cela que, bien que reconnaissant cette avancée et félicitant les AME pour leur endurance, nous les avons invités à ne pas penser que c'est déjà la fin de la lutte. Non, nous devons continuer à travailler, n'est-ce pas, pour atteindre cet objectif qui est de les sortir de la précarité en leur donnant, en leur octroyant un statut beaucoup plus stable, reconnu par le droit de la fonction publique dans notre pays. Mais vous le savez très bien, hein, cela a toujours été, je dois dire, le cheval de bataille de ces aspirants. Et en face, l'État qui a toujours sorti la carte du poids financier que cela impliquera, le fait de les reverser directement en agent à 2 contrats avec l'État. Est-ce que véritablement on peut garder espoir qu'un jour cette catégorie d'enseignants puisse accéder à ce niveau, dois-je dire, de collaboration avec l'État, quand on sait qu'il représente 80% du personnel enseignant de l'État? Alors, monsieur le journaliste, nous venons de loin. Vous savez, au début, les AME ne bénéficiaient que de 9 mois de salaire sur 12. Tout à fait, oui. Et avec les échanges et les actions de lobbying, de plaidoyer, les négociations, on est passé à 11 mois. Et aujourd'hui, nous sommes à 12 mois. Ça veut dire que dans l'année aujourd'hui, ils sont payés 12 mois sur 12. En dehors de cela, l'État a également octroyé un avantage spécial, cette prime de 20 000 francs par mois qui rehausse les salaires. Alors, lorsqu'on compare, on prend en compte l'ensemble des mesures aujourd'hui, il n'y a plus une différence importante entre les travailleurs qui ressortent du statut de la fonction publique, c'est-à-dire les contractuels de l'État, et ce qui est payé aux AME. Et donc, il ne restera qu'un petit effort à fournir pour les mettre pour les faire intégrer dans cette catégorie professionnelle. Et même au-delà, vous savez, le gouvernement a pris l'engagement. Le gouvernement a pris l'engagement de reverser, n'est-ce pas, cette catégorie professionnelle, et les modalités, n'est-ce pas, de ce reversement sont actuellement en étude. Et donc, ce n'est pas de trop ce que nous demandons au gouvernement, cela relève même de l'engagement même du gouvernement, et cela offrira, et c'est ça, le gain qu'on aura de ce reversement, cela offrira à cette catégorie professionnelle beaucoup plus de stabilité et les amènera à beaucoup plus se consacrer, n'est-ce pas, à ce à quoi l'État les emploie. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux considèrent, n'est-ce pas, cet emploi comme un emploi temporaire, étant toujours en quête d'autres emplois. Et ce faisant, ils ne peuvent pas se consacrer comme cela se doit, n'est-ce pas, à leur travail. Mais lorsqu'on va leur offrir un statut beaucoup plus stable, et qu'ils seront convaincus maintenant de ce qu'ils dérouleront une carrière au niveau de la fonction enseignante, cela leur permettra, n'est-ce pas, de mieux s'adonner à leur... Donc, nous avons tous à gagner, l'État a à gagner, n'est-ce pas, de ce reversement, comme les AME également ont à gagner, n'est-ce pas, de ce statut que nous souhaitons de tout cœur pour cette catégorie professionnelle. Alors, le communiqué conjoint l'a relevé, hein? Beaucoup de choses à venir, beaucoup d'autres étapes à franchir. Quelle sera la part des organisations fêtières aux côtés de ces AME? Alors, les organisations fêtières ont toujours œuvré, n'est-ce pas, comme je vous l'ai toujours dit, hein, depuis 2019, aux côtés des AME, et nous avons essayé de retracer un peu le chemin. Il faut d'abord sauvegarder les acquis. Et ces acquis, c'est d'abord de les intégrer dans leur contrat de travail pour que cela soit clair et reconnu de tous. Et désormais, également, il va falloir poursuivre les actions de lobbying et de plaidoyer. Et donc, nous, notre rôle en tant que fêtière, c'est de continuer, n'est-ce pas, à porter la voix
de ces AME dans les cadres où ils ne peuvent pas être représentés, c'est de continuer à mener des actions de plaidoyer en leur faveur, les négociations qu'il faut pour que dans ces différentes étapes, il ne manque pas, n'est-ce pas, de soutien, d'assistance, mais qu'il ne manque pas également d'expertise. Et en termes d'expertise, nous ne manquerons pas de prendre très rapidement contact avec les différentes autorités compétentes qui doivent, n'est-ce pas, intervenir dans ce que nous avons montré comme chemin pour sécuriser les acquis, mais également pour aboutir à la stabilité que nous souhaitons pour cette catégorie professionnelle. Une dernière curiosité, le temps de vous laisser vaquer à vos occupations de ce matin, monsieur le secrétaire général. Lorsque la nouvelle est tombée mardi, j'ai appelé l'un des acteurs au niveau du gouvernement qui avançait ceci, que c'est la preuve par excellence que les syndicats n'ont pas besoin d'aller en grève pour obtenir des avancées auprès du gouvernement. Votre réaction par rapport à cette position? Alors, si vous avez fait attention à notre déclaration, nous avons retracé, n'est-ce pas, que acteurs syndicaux que nous sommes, nous devons cultiver, n'est-ce pas, des modes alternatifs, n'est-ce pas, d'action ou de combat qui nous permettent de gagner. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui nous avons une réalité, nous sommes dans un contexte où certaines libertés sont restreintes, et nous avons également des armes telles que la négociation, telles que le dialogue, et nous pensons que en réalité le dialogue devrait venir avant tout. Le dialogue devait venir avant tout. Et donc le dialogue, les actions de couloir, les échanges entre les uns et les autres, nous avons, en tout cas, ces décisions ont prouvé que ces actions ont toujours porté et constituent toujours une vertu à cultiver par la classe ouvrière. Bien entendu, on ne dira pas qu'il faut se limiter, n'est-ce pas, aux actions de négociation, de dialogue et de lobbying. Mais ces actions ne doivent pas être, n'est-ce pas, écartées et penser que c'est seulement par la grève que l'on peut gagner, au point de se décourager de ce que l'on ne dispose plus de possibilité d'aller en grève éternellement. On avait eu l'impression que les syndicats avaient abandonné la lutte depuis cette modification de la loi concernant la grève au Bénin. La lutte n'a jamais été abandonnée, mais les méthodes ont changé. Les méthodes ont changé et nous travaillons beaucoup plus aujourd'hui en termes d'échange, de négociation avec, n'est-ce pas, les acteurs qui peuvent, n'est-ce pas, faire bouger les revendications des travailleurs. Et c'est à cela que nous appelons, tout en demandant aux travailleurs de toujours se mobiliser, parce que derrière, n'est-ce pas, un leader syndical qui conduit une troupe bien mobilisée, les actions de lobbying et de plaidoyer, même que les négociations ont beaucoup plus de facilité à donner du fruit. Apollinaire Afewe, merci d'avoir été en ligne. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Bonne journée. Merci, pareil à vous. Merci, oui. Retour à Cotonou. Nazim, c'était donc le secrétaire général de l'UNSTB. Il était au téléphone au sujet justement des nouvelles conditions faites par le gouvernement aux aspirants au métier de l'enseignant. Vous avez pu suivre le secrétaire général au sujet de ce communiqué conjoint signé par son organisation en partenariat avec la CSA Bénin et la CGTB. Allez, on va marquer la pause maintenant. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille.
Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Engageons la
troisième et dernière partie d'Actu Matin. Vous aurez complètement à la fin la revue de presse avec Hugues Vingbe. Juste avant, ce que je ne comprends pas, qui va vous parler de la question du casque. Vous le savez, la police républicaine a engagé une campagne de répression contre ceux qui ne portent pas le casque sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que les citoyens en disent? Eh bien, Franck Aounou, dans sa rubrique de mercredi, a tendu son micro à quelques citoyens usagers de la route et motocyclistes notamment. Ils se sont confiés donc à l'homme. D'ailleurs, ce sujet sera au cœur de nos échanges tout à l'heure. Ce sera le deuxième axe, de nos discussions, puisque le tout premier va concerner le bilan à faire de la répression engagée par la police républicaine. Depuis le 1er mars, en effet, eh bien, les flics ont investi les différentes rues des artères sur l'ensemble du territoire national pour réprimer l'ensemble des infractions au code routier. Quel est le point qu'on peut en faire? Avant d'aborder maintenant quelle est la situation concernant le casque, et si le temps nous le permettait, on va passer les frontières nationales pour aborder l'actualité à Dakar. Vous le savez, la présidentielle qui a tâtonné depuis quelque temps maintenant a bien fixé désormais au 24 mars prochain. Alors, qu'est-ce qui va changer avec d'abord la libération du pire opposant de Macky Sall, Ousmane Sonko, et puis son engagement dans la présidentielle, puisque la campagne est en cours? Eh bien, c'est la question, ou ce sont les questions qu'on va se poser. En attendant, voici les acteurs qui sont présents et que je vous présente. Franck, bonjour. Le Riche, bonjour. Eric, bonjour. Commençons déjà par le sujet qui nous concerne. Cela fait déjà à peu près 3 semaines que la police républicaine est dans les rues, dans tous les coins, pour la répression au code des infractions au code routier. Franck, je m'attendais au coup électoral. Ah, oui, les acteurs politiques les acteurs nous ont traumatisés avec cette affaire-là pendant ces 2 dernières semaines. Nous aussi, on a rebattu les oreilles aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux auditeurs avec le sujet. 3 semaines. Pendant 3 semaines. J'espère qu'ils vont en tout cas se déconstiper maintenant quand on est en train d'aborder autre chose. Franck, ça fait 3 semaines que la police nous guette dans tous les coins et recoins des différentes rues du Bénin. Oui. Ça fait 3 semaines. Pour commencer, je voudrais dire que c'est une décision de l'autorité, une décision qui a été prise par l'autorité, et donc on doit la respecter. Vous savez, depuis Rondéignon, où on a commencé cette lutte-là, qui parfois avait, dans certaines villes comme Cotonou, avait véritablement pris, la mayonnaise avait pris ici à Cotonou, grâce à l'effort fourni dans le temps par l'équipe de Philippe Rondéignon, que moi je salue au passage, parce que ce n'était pas le même constat dans d'autres villes du Bénin. Ici, il avait fait un travail formidable, il faut le saluer. Et donc, depuis ce temps-là, ça va, ça vient. Vous voyez des citoyens qui portent les casques dans la circulation, vous les voyez qui n'en portent pas, et ceux qui n'en portaient pas étaient plus nombreux que ceux qui s'exerçaient chaque jour en quittant leur maison à porter le casque. Et donc, le gouvernement est revenu pour dire, attention, nous allons faire en sorte que tout le monde porte les casques, parce que lorsque vous allez au niveau des urgences, le bilan n'est pas du tout reluisant. Vous avez les cas de traumatisme crânien, des gens qui meurent sur le coup, sur le champ. Vous discutez avec les sapeurs-pompiers, vous diront que dès qu'on les appelle, vous arrivez sur le terrain, c'est des gens déjà décédés que vous constatez sur le terrain. Et donc, on ne peut pas, une autorité sérieuse, un État sérieux ne peut pas laisser libre cours à cette situation, laisser ses concitoyens mourir de la sorte. C'est de là que la décision a été prise. Et sur le terrain, je crois que la mise en œuvre a commencé. Moi, je salue un tout petit peu le travail que font les policiers, parce que ce n'est pas facile. Vous avez parmi les usagers de la route vos parents, vous avez des amis, vous avez ceux qui sont prêts à ne jamais respecter la décision ou les décisions qui sont prises et qui sont prêts à vous surdoyer. Il faut résister à tout cela, il faut être résilient face à toutes ces tentations. Et donc, il faut résister. Et donc, moi, je les salue. Mais à côté, il y a également, dans le rang des forces de l'ordre, des brebis galeuses. Ça, il ne faut pas
Il faut pas. Il y en a qui sont aigris d'abord du fait que... Aigris? Oui, il y en a qui sont aigris. Qui sont aigris tout simplement parce que, vous voyez, aujourd'hui, ils sont tous sur le terrain. Il n'y a plus de policiers de bureau en dehors de ceux qui sont chargés de faire fonctionner l'administration. Et donc, dans cet élan de cette nouvelle façon qui leur a été imposée, parfois, ils sont exacerbés. Hein. Vous les voyez du soleil, sous le soleil, du matin au soir. Et quelquefois, puisque la route aussi, Ulrich ne me démentira pas, il y a ce qu'on appelle également la sensibilisation. Ce n'est pas tout qu'on réprime. Même lorsqu'on vous dit le port du casque, et vous voyez le gars qui a peut-être mal porté son casque, il y en a qui disent descendez, remettez-moi le casque, et puis on veut réprimer forcément. Ça n'est pas toujours bien. Il faut avoir de la méthode dans la lutte que l'on est en train de mener. Mais ça n'a pas toujours été le cas sur le terrain. Mais globalement, moi, je pense qu'il y a une certaine détermination à faire porter le casque à tout le monde, et ça, il faut le saluer. Ulrich? Oui, c'est une opération qui a démarré, on peut dire, pour le bonheur des populations. C'est vrai que c'est un peu douloureux, il faut le dire, parce que pour ceux qui n'étaient pas habitués à mettre des casques ou à respecter les prescriptions routières, se retrouver contraint de les respecter, c'est parfois difficile parce que ça change les habitudes. Mais t'es parti d'où? Franck a bien fait de rappeler l'opération qui a été entamée par le contrôleur Rondeillon Philippe, qui entre-temps avait exigé que les motos, que les conducteurs de motos portent leur casque et que les couloirs de circulation soient aussi respectés. C'est dans cette période-là que nous avions vu beaucoup plus cette répression, mais qui a pris d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a toujours des usagers qui vont à l'encontre des règles, à l'encontre des prescriptions routières, mais qui à la limite s'en foutent éperdument. Et cette opération a pris tant bien que mal, mais à un moment donné, on a constaté qu'il y avait même l'obligation du casque passager pour les usagers, pour les motocyclistes, casque passager, qui voulaient prendre, mais rapidement on a senti qu'il y a eu la volonté politique, en fait la politique qui s'y est mêlée dans la période, et rapidement on a laissé tomber parce qu'on s'est dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Quand on dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, moi je dis non, parce que à côté, tout près, vous ne pouvez pas prendre une moto, un Zémidjan, sans porter de casque. Vous ne pouvez pas prendre votre moto et remorquer quelqu'un sans que la personne, le passager derrière vous, ne porte de casque. Ça se fait à côté tout près, à Lomé tout près. Et je ne parlerai pas dans d'autres, je ne donnerai pas d'autres exemples, mais un exemple qui est tout proche de nous, ça se fait et ça se respecte. Vous ne portez pas votre casque en tant que passager sur une moto, la police arrête la moto et punit justement le conducteur, le propriétaire de la moto. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en réalité des pionniers de la mesure en Afrique, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest. L'autre aspect, quand on parle de répression qui a démarré, de la répression qui a démarré depuis le 1er mars, ce n'est pas que les casques, ce n'est pas que le respect des couloirs de circulation, mais c'est aussi les ports de ceinture. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs, beaucoup de conducteurs qui au volant laissent les ceintures. On a parfois l'impression enfin on se dit souvent que oui, si que je mette la ceinture ou pas, je suis en sécurité, mais c'est faux. Mais il y a des moments où vous freinez subitement. Mais le choc est souvent dangereux. Mais les gens ne comprennent pas tout cela. Toujours par rapport à la répression, il y a les motos sans casque et sans plaque d'immatriculation qui circulaient toujours. Et dans ces motos-là, on ne savait pas à qui appartient réellement ces motos. Et il y a également beaucoup de motos volées. Et la police républicaine a décidé de mettre un peu d'ordre dans ce domaine. L'autre aspect, toujours par rapport à la répression, ils sont allés au-delà. En parlant de l'excès de vitesse, nous avons vu les radars sur les différentes voies. Et effectivement, vous voyez des gens qui quittent peut-être le carrefour Étoile Rouge pour la direction générale, le commissariat central de Coton, c'est-à-dire le boulevard de Saint-Jean là. Mais c'est des gens qui roulent parfois à 80, 100, 110 à l'heure. Et ça choque. Le comble, c'est que nous avons développé dans notre pays une sorte de complicité tacite. Et on se dit, ben écoute, c'est son problème. Il peut rouler, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas mon problème. C'est sa voiture, c'est sa moto. On va pas se mettre sur son chemin pour la Mais le danger qui nous guette tous, c'est que
quand il voudra cogner quelqu'un, il va cogner un autre usager, pas lui-même, il va cogner un autre usager qui peut être un de nos parents, qui peut être un de nos amis, qui peut être un proche à nous. Ce qui veut dire, parce que la voix se partage entre usagers, et très souvent, ce n'est pas ceux qui sont en infraction qui subissent. Parfois, c'est celui qui a respecté, qui est en train de respecter les tests, qui respecte les prescriptions routières, qui se retrouve parfois victime de l'accident. Et justement, je pense que cette mesure, ces répressions qui sont en cours, c'est à saluer, juste à voir maintenant dans le fond, la manière dont ça se fait. Là, Franck a parlé du zèle de certains policiers parce qu'il a parlé de mauvaise foi ou des grains. Moi, je ne dirais pas jusqu'à ce point. Je parle plutôt d'excès de zèle qu'on constate chez certains agents de la police républicaine. Et je pense que nous allons en revenir tout à l'heure. Eric, bilan des 3 semaines de l'opération de la police républicaine. Pour moi, c'est d'abord positif. Mais avant, au regard de l'indiscipline qu'on observait sur nos axes routiers, il fallait aller véritablement vers cette répression. Il fallait prendre une décision forte pour sécuriser la vie de nos concitoyens. Et le riche parlait tout à l'heure d'une volonté politique. C'est tout à fait normal parce que il y a eu pas mal d'initiatives de ce genre qui n'ont pas abouti véritablement. Et quand on voit un gouvernement qui est en fin de mandat à 2 ans et qui prend des décisions aussi impopulaires, il y a matière à comprendre qu'on ne veut pas sacrifier la vie des concitoyens sur des intérêts politiques. Et je pense que quand on a lancé l'opération, on a reçu la visite de l'envoyé spécial de l'ONU pour des questions de sécurité routière qui a salué l'initiative et qui a estimé qu'il fallait vraiment insister sur la peur du gendarme pour amener les concitoyens à pouvoir respecter. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, le premier objectif est atteint. Le port de casque pour les passagers aujourd'hui est rentré dans les habitudes. Quand vous circulez dans la ville, vous voyez justement nos concitoyens sur leur moto avec véritablement le casque. Il faut aussi saluer le travail de nos amis de la police républicaine qui justement veillent au grain à ce que nos concitoyens soient toujours avec le casque. Donc il faut encourager cela, il faut continuer cela. On ne le fait pas pour embêter les citoyens, on ne le fait pas pour leur créer des problèmes. Nous avons des statistiques qui indiquent que justement sur nos axes routiers, des gens perdent la vie aussi facilement que ça. C'est ce qu'il faut arrêter. C'est ce qu'il faut justement expliquer à nos concitoyens, que ce n'est pas une répression qui est orientée contre la personne. William, pendant que vous n'étiez pas là, nous avions engagé la discussion. J'ai suivi. Vous avez suivi? Vous avez suivi Eric? J'ai suivi Eric. Vous avez suivi Franck? J'ai suivi une bonne partie de Franck. Ah d'accord. Bon, Eric, n'en parlons pas, l'intégralité. Bonne arrivée, William. Oui, quel bilan faites-vous de l'opération de la police républicaine? Je trouve une répression. Eric parlait tout à l'heure de l'envoyé spécial des Nations Unies. J'ai bien envie de commencer par là. J'ai eu comme impression que c'est son arrivée annoncée qui a fait déclencher l'opération pour ses beaux yeux. Mais quelques jours après son départ, je trouve que l'opération est toujours en cours et les éléments pertinents qui sont félicités, je ne sais pas, mais il faut quand même reconnaître que dans l'habitude de certains Béninois, c'est rentré. Même le port de casque pour les motocyclistes conduisant eux-mêmes, qui, pourrait-on dire, est entré dans les habitudes. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui le bravent et qui, quand ils n'ont pas un carrefour à franchir, pour être amenés à être nez à nez avec un policier, ils se permettent de rouler sans casque, ou dans les périphéries de Cotonou où il n'y a pas assez de policiers, comme certains arrondissements, la Baume et Calavi et environ, on se permet de rouler. Donc on ne va pas s'attendre à ce que pour les casques passagers, l'adhésion soit à 100% pour dire que dans les habitudes de certains qui aiment bien se plier aux règles, qui aiment bien vivre en accord avec les prescriptions de la société, que c'est en train de rentrer dans une certaine habitude. C'est bien pour la santé, la vie et je ne sais quoi encore, la sécurité routière des Béninois. Mais à côté, il y a toute la batterie de dérives de la police républicaine dans cette opération. On parlera de cette dérive-là. Parlons déjà, puisque vous avez commencé à l'évoquer, de l'affaire de casque. Est-ce que vous avez remarqué que le prix a doublé, Eric? Oui, absolument. Triplé. Triplé, bon, voilà. Oui, comme on dit, c'est un fait. Vous savez que un marché se vit justement de ces genres d'opportunités.
quand vous avez des opérateurs économiques qui sont dans ce secteur et qui observent que du jour au lendemain, les Béninois sont obligés, n'est-ce pas, d'aller vers l'achat des casques, c'est bon pour le business. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que nos autorités puissent avoir un regard dans les prix qui sont appliqués, de façon quand même à permettre à nos concitoyens qui sont dans le besoin de s'offrir des casques à moindre coût. Je pense qu'actuellement, il y a un travail qui est en train de se faire à ce niveau. Maintenant, jusqu'à quelle proportion? Parce que nous pensons également à nos citoyens qui sont à Parakou, à Natitengu, dans bien d'autres villes. Bon, Cotonou, on peut peut-être essayer de faire des descentes, essayer de voir ce qu'il faut faire dans une certaine mesure, mais je pense que ça va être vraiment très compliqué d'aligner un prix sur l'ensemble du territoire national et d'espérer que les opérateurs économiques qui sont dans la recherche du profit, et ça, vous savez, c'est la règle du marché. Lorsque je considère une famille de 5 personnes, le père, la mère et 3 enfants qui vont à l'école, qui sont obligés de porter leur casque au risque de voir le ZEM qui les transporte, de vous dire non, je ne veux plus de votre contrat, vous vous retrouvez à 24 000 plus 18 000. Si vous discutez bien, si vous êtes gentil avec... 24 000 pour les 5 casques? Non, 24 000, 12 000 pour les adultes, ah, d'accord. 6 000 pour 3 autres. Vous avez tous les renseignements? Ah oui, parce que notre proche a été éprouvé. Ah d'accord. Et je comprends tout à l'heure la réaction de William qui est venu tout fatigué un jour à la rédaction pour lui dire mais finalement j'ai pris le casque. C'est quoi? C'est un triomphalisme. J'ai l'impression qu'il a gagné le jackpot. Oui, il y avait une entrée ce jour-là et en même temps on l'a sorti pour prendre le casque. Donc c'était un peu douloureux. Mais pour l'acheter et avoir un meilleur prix, il faut aller en plein midi. J'ai suivi sur ce plateau même dans l'une de nos éditions de bulletin d'information. Je crois une organisation, un acteur est allé faire don de casque. Oui. Il y a une dame qui a reçu un casque et qui bénissait la personne sur plusieurs générations. Vous avez vu ce que c'est que le casque aujourd'hui? Et donc quand vous prenez ça, c'est vraiment pas facile. C'est le gros casse-tête de cette affaire-là. Les gens ils ont augmenté, triplé le prix du casque, ce qui fait que des gens, les citoyens, les usagers de la route ont eu du mal à s'en procurer, mais il fallait le faire. Donc c'était une obligation, c'est un budget carrément à part qu'on a voté pour cette affaire-là. Mais je pense que pour votre vie, que vous n'irez acheter nulle part, dans un supermarché ou dans un marché à côté, cela n'a pas de prix. On était obligé de le faire et on est engagé. Comme Eric le disait, eh bien, moi je pense que lorsqu'on met tout ça ensemble, lorsqu'on estime un peu le zèle et puis tout ce qui va avec, c'est qu'il y a également la morosité. C'est ça qui fait qu'on ressent, n'est-ce pas, ce qu'on débourse pour acheter le casque. Mais je pense que le ministère du Commerce devait faire un travail. C'est vrai que nous sommes sur un marché libéral où les gens profitent de l'opportunité qui leur est offerte à travers cette répression. Mais l'État reste le garant, disons, de la mise en œuvre des prix sur le marché. Donc, le service qui s'en charge au ministère du Commerce doit pouvoir faire un travail pour dire, attention, c'est votre chose, c'est vous qui en profitez, mais là, vous ne devez pas dépasser un seuil. L'État a la possibilité, un peu comme il a eu la possibilité de nous dire, tout le monde portez les casques pour sauver votre vie. Allez voir ces marchands-là pour dire, écoutez, vous devez faire du profit, mais le profit doit être raisonnable. Parce que c'est vraiment compliqué sur le terrain. Les gens se mettent plein les poches de l'argent et ça appauvrit et ça réduit le pouvoir d'achat des autres. Ouais, sur ce dossier, j'ai une dent très longue et très dure contre le ministère du Commerce. Faites attention au micro. Tout simplement parce que... Faites attention au micro. Très longue et très dure contre le ministère du Commerce. Il faut préciser que ce n'est pas la première fois que nous vivons une telle expérience. Il y a quelques mois seulement, ici, nous avons connu une flambée extraordinaire des prix du gaz. Et pendant longtemps, les autorités sont restées de marbre. Elles n'ont pas réagi. C'est un peu comme si, bon, elles ne sont même pas dans la société, elles ne comprennent pas ce qui se passe
place dans la société, il a fallu que Canal 3 prenne sa caméra pour aller tourner, prendre les prix, afficher les prix, montrer la colère des populations avant que le ministère du Commerce ne sorte un communiqué pour rappeler que les prix du gaz sont à tel montant, tel montant, tel montant et que tout contrevenant serait passible de telles sanctions ou pas. Aujourd'hui, nous revivons la même scène avec les casques. Les prix du casque sont habituellement connus. Vous imaginez aujourd'hui, il a fallu simplement qu'une décision sorte, qu'on oblige les concitoyens à mettre obligatoirement des casques, que subitement, le casque de 5 000 est passé à 10 000, voire 15 000. Certains, ceux de 8 000, sont passés jusqu'à 25 000. Attendez. Et le ministère, pendant tout ce temps, pendant plus de 3 semaines, le ministère du Commerce précisément notamment, et qui fait partie des ministères qui ont vraiment des démembrements dans toutes les contrées du Bénin, parce qu'il y a, quand vous allez dans tous les départements, dans toutes les communes, vous avez des représentations du ministère du Commerce. Vous imaginez, pendant longtemps, le ministère du Commerce est resté silencieux. Il n'y a aucune opération dans ce sens-là. Et vous imaginez, les commerçants véreux en ont profité pour créer une spéculation extraordinaire. Et ça ne dit rien à personne. Jusqu'à présent, le ministère se tait, les commerçants font leur commerce, et ce sont les poches des pauvres citoyens qui en pâtissent. Non, ça pose un problème. Le ministère doit protéger justement les populations, et c'est de son devoir de rappeler les prix, parce que les prix sont connus. Le prix du casque est connu. À un moment donné, on peut faire une certaine marge de bénéfice, mais quand même qu'on ne vienne pas jusqu'à spolier. Parce que c'est le mot juste, on est en train de spolier l'usager. Est-ce que ça, ce n'est pas le rôle des organisations des consommateurs? Les organisations des consommateurs aussi doivent justement attirer l'attention. Mais attendez, le ministère devrait déjà commencer par faire son travail. Parce que le ministère a un rôle de veilleur. Et le ministère devrait veiller justement à cela. Les organisations des consommateurs peuvent venir dénoncer pour dire oui, attention, ce qui se passe n'est pas bien. Je suis d'accord. Mais d'une certaine manière, si les organisations de la défense des consommateurs ne réagissent pas, le ministère qui est là pour pouvoir protéger les droits des consommateurs, qui pouvoir aider les consommateurs, les usagers à vraiment vivre décemment d'une certaine manière, parce que c'est déjà une obligation. Étant donné que c'est une obligation, le citoyen n'a pas le choix. Il n'a pas autre choix que d'aller acheter. Maintenant, le cas de 5 000, qu'il a acheté à 12 000, et Franck l'a dit tout à l'heure, imaginez un ménage de 5 personnes, le papa, la maman, les 3 enfants qui doivent prendre un casque de 12 000 chacun. Vous imaginez un peu l'effet que ça fait sur le projet. Et c'est à combien le salaire, c'est à combien le salaire justement des parents. Et c'est ça, il faut que le ministère agisse. On n'a pas besoin de toujours appeler le ministère avant qu'il ne réagisse sur ce qui est de son devoir. Non, mais vous savez, ce que Ulrich peint comme tableau est une triste réalité. Vous demandez pourquoi le ministère? Ce sont eux qui, sur nos impôts, sont payés, lotis, ont des véhicules de fonctionnement. Ils ne sont pas les seuls. Et ils ne sont pas les seuls, mais c'est à eux la mission d'aller connaître, d'aller relever les données sur le terrain, les données du pouvoir d'achat des Béninois. C'est à eux. Le ministère de l'économie et des finances ou le ministère du développement, ces ministères-là ne sortent pas des statistiques sur notre pouvoir d'achat, sur le taux d'inflation, sur tout ça sans eux. Ils sont les cadres au contact. Et eux, on le connaît leur rôle. Qu'à la veille des fêtes de fin d'année, pour aller sortir 2-3 vinaigrettes des boutiques des pauvres dames, mettre sous scellé quand il y a les campagnes agricoles. Actuellement, à Paracou, c'est le cas. Quand il y a campagne agricole et que les autorités donnent instruction et qu'il y a des enjeux de millions et de milliards, ils vont s'amener à mettre 3-4 boutiques sous scellé, faire une tournée avec toute la presse de la région, on diffuse en boucle dans les éditions pendant 2-3 jours. C'est en ce moment qu'ils sont ministère du Commerce. Après ça, ils ne sont pas au ministère du Commerce. Dans l'approvisionnement, par exemple, des importateurs. Les importateurs, c'est l'ordre normal des choses. Quand ils voient qu'il y a une opportunité, ils savent que tous les Béninois doivent acheter des casques. Vous voyez nos frères des pays voisins qui nous aident souvent dans la vente de ces petites puces-là. Comme les casques. Vous voyez, habituellement, c'est le genre de personnes, quand nous allons vers eux, nous négocions des prix et que cela ne nous arrange pas parce qu'on estime qu'ils font trop de surenchère au début. On commence par partir d'abord, espérant qu'ils nous rappellent. Aucun commerçant ne vous rappelle quand vous discutez le prix d'un casque et que vous partez. Quand vous partez, quand il a fini de dire l'as ou bien il dit dernier prix et que vous partez, il ne vous rappelle même pas. Cela voudra dire que même au prix d'achat, à l'approvisionnement en gros, il y a déjà une grosse contrainte. Pourquoi les autorités ne s'intéressent pas
au prix de revient, c'est-à-dire au prix d'achat des revendeurs, pour qu'ensuite on ait une idée sur le prix auquel ces messieurs-là ou ces dames-là vont revendre aux Béninois. L'État n'est pas un agent économique comme les autres, mais l'État est au-dessus de l'activité économique. L'État est le régulateur dans un système libéral comme le nôtre. L'État est le régulateur de l'activité économique. On laisse des gens passer du simple au triple, au quadruple, et au même moment, il y a une répression. Et dans l'opinion populaire, ceux qui n'ont pas une idée forcément de la chaîne d'approvisionnement en casque, vous les entendez sous les arbres à palabres et dans des réunions de quartier dire qu'aucun commerçant derrière les rues n'a les moyens d'amener des conteneurs de casques et que ceux qui importent les casques sont des gens proches du pouvoir et que c'est pour eux qu'on lance une campagne de sécurité soi-disant routière pour qu'ensuite ils fassent du profit. Quand ils le disent, ce qu'ils disent ne manque pas de pertinence quand il y a des autorités dans l'État qui sont chargés par exemple de réguler l'activité commerciale et qui ne le font pas. On ne demande pas au Conseil des ministres d'aller fixer le prix du casque comme le prix des hydrocarbures, mais le ministère du Commerce a les moyens pour toutes les spéculations au Bénin de contrôler. Oui. Eric, ça me fait penser... Quand sous Yaïboni, on avait lancé cette opération, les gens criaient sur tous les toits que la première dame était dans le business. Elle a été obligée de faire une déclaration pour dire Lou, et je ne suis pas dans ce business. Alors je pense qu'il y a certainement un effort qu'il faut demander au ministère du Commerce de faire, justement. Mais le prix du casque, juste avant l'opération, personne ne s'y intéressait. Le prix du casque n'est pas réglementé comme celui du gaz ou de l'essence dans nos stations. Ce n'était pas un élément important dans nos vies. Je pense que l'élément central, c'est la répression qu'on a démarrée et qui a créé en même temps un besoin fort sur le marché. Et il faut pas on n'a pas besoin d'être un commerçant vicieux pour comprendre que c'est une opportunité commerciale, comme dans d'autres spéculations également. Il faut certainement trouver le mécanisme de voir comment est-ce qu'on peut abattre les prix et permettre à nos concitoyens de s'offrir le casque à moins cher. Autrement, le prix du casque de façon précise, si on n'avait pas une idée, on n'avait pas une indication précise sur ça. On sait que sur le marché, on peut vous le vendre autant à 10 000 francs, à 8 000 francs, à 12 000, à 13 000. Quand bien même, c'était même pas dans le contexte de répression. Moi, j'étais allé prendre un casque, c'était pas du tout la période de répression. Je me rappelle, la prix à 15 000 francs. Oui, mais ça doit être des casques dont les caractéristiques sont bien connues. C'était pas du tout avec une certaine solidité. C'était pas du tout dans la période de répression, mais je pense qu'il faut peut-être trouver le mécanisme. Qui a 15 000 aujourd'hui, si vous demandez son prix, ça va vous coûter les yeux de votre tête. 45 000 ou 50 000. Un casque qu'on négociait jusqu'à 4 500, quand il revient finalement à 11 000 ou à 12 000, et c'est sans humeur, c'est sans négociation. En plus, vous les embêtez quand vous demandez le dernier prix. Quand vous cherchez à négocier, vraiment, ils vous disent que c'est le marché, ils ont détourné. Et vous devez avoir constaté qu'habituellement, ceux qui vendaient les casques aujourd'hui ne sont plus seuls. Tout simplement parce que aujourd'hui, beaucoup d'autres personnes sont entrées dans ce marché. Et vous aurez observé aux abords des bars, vous allez voir des dames ordinaires, des messieurs ordinaires qui aujourd'hui se baladent avec 2, 3, 4 casques parce qu'ils ont compris que c'est aujourd'hui l'activité la plus rentable. Ils vont acheter et ils viennent vendre. Ils vont lancer une répression contre c'est vrai que tout simplement parce qu'on a laissé ce commerce-là spolier les usagers. C'est ça le mot. On les a laissés spolier les usagers. Vous voyez un peu à quel point les poches des usagers sont en train de souffrir. Déjà, il y a une répression qui est en cours. Et cette répression fait obligation à tous les usagers de mettre leur casque. Et ils savent qu'ils doivent le faire. Ils n'ont même pas le choix. Donc maintenant, facilitez-leur la tâche. Tout au moins, laissez-les prendre les casques au prix habituel. Mais maintenant, même s'il doit y avoir une inflation, il doit y avoir au moins une majoration des prix, mais que ce soit quand même de façon acceptable. Mais qu'on passe du double, qu'on passe du simple au double ou au triple, mais là, ça pose problème. Et que le ministère ne réagisse pas, là, véritablement, on sent que le ministère a failli. Je ne vous ai pas entendu parler de subvention, puisque c'est souvent la solution remède que nous... Est-ce qu'on en a besoin? Non, mais le problème, c'est qu'il y a des répressions ailleurs. Chez les pays fabricants de casques, il y a des répressions là-bas pour que le prix monte de l'autre côté? Ou parce que la demande au Bénin devient forte, eux aussi, ils font un peu de la surenchère. On n'en a aucune idée. Et nous, on n'est pas experts. C'est pour ça qu'on interpelle le ministère qui est censé le faire. Parce que eux
dans le commerce intérieur et tout autour, ils ont les moyens, ils ont été formés, ils ont l'argent du contribuable, ils ont tout à leur disposition. Je suis là-dessus. Chacun passe dans son pays, ce pourquoi il est payé. Parce que après, à raison ou à tort, on s'insulte là. Mais tu sais, c'est aussi l'argent du contribuable qui alimente les partis politiques aujourd'hui. Oui, on a pas vu les partis politiques, ils sont préoccupés donc, il y a le financement public qui est là aujourd'hui, on a le droit de codifier un peu le sport là, maintenant qu'on l'a fait. Vous savez, ce matin, une balle perdue. De la route nous suivent. Ils sont tout contents, hein. Ils vont se dire, voilà. Oui, j'ai des tonnes de messages qui pleuvent dans mon téléphone. Il y a même une promesse qu'on a faite à William. L'intéressé m'a dit, ne dis pas ça à l'antenne. Hein. J'ai promis quand même la dire, oui. Et voilà, donc ils sont tout contents quand on évoque, on dit, bon, il y a cherté, il y a surenchère sur le marché, il faut subventionner et tout. Il faut sauver les citoyens. Oui, lorsqu'on a fini de dire tout ça, moi je pense que il faut dire aux citoyens d'aller prendre leur casque et de les porter, de respecter le couloir de circulation qui est réservé aux motocyclistes. Parce que malgré tout ce qui est dit, malgré le pied de grue que font les flics sur la route, vous savez, il y a des gens qui se faufilent entre les véhicules, là où ils ne doivent pas circuler, ils continuent de circuler et ils se foutent des policiers. Ouais. Lorsque vous les prenez, c'est là vous allez écouter, non, on a faim, Talon nous fait ci, Talon a fait ci, on veut encore nous réduire. Quand on a faim, on viole le code routier. Oui, malheureusement, c'est le constat. Donc, il faut dire. C'est réel ce que dit Franck, c'est réel ce que dit Franck, parce que vous allez remarquer que dans la circulation, il y a des usagers qui ont un sacré goût de l'interdit. Vous les voyez? C'est la nature humaine. Hein? C'est la nature humaine, mais chez nous, j'ai comme l'impression que ça amuse. Il y a une propension à vraiment le faire. Et parfois même un vrai plaisir à narguer les agents de la police républicaine. Vous imaginez? Le monsieur a son casque. Il n'est pas dépourvu de casque. Il a son casque, il met le casque entre les jambes, il roule. Mais c'est à la vue du policier à distance qu'il prend maintenant le casque, qu'il met sur la tête, sans même avoir le temps de mettre les sangles. Le policier l'arrête et on trouve que le policier a exagéré. Mais non, l'autre chose... Il a un casque sur la tête. Non, mais il n'a pas mis les sangles. Vous imaginez s'il ne porte pas les sangles, c'est que ce n'est pas un casque. Avant même qu'il ne tombe, le casque serait déjà ailleurs. Donc ce qui veut dire qu'il n'est même pas en sécurité. L'autre chose, vous voyez des gens qui prennent la chaussée, qui emportent la chaussée avec les voitures, alors qu'ils devraient normalement aller sur la piste cyclable. Il vient à un endroit où il constate que la police est devant. Il sait qu'il n'y a plus d'intersection pour qu'il passe sur la piste cyclable. Il se retourne sur la chaussée et maintenant prend le sens interdit et fait face au véhicule. Mais vous imaginez à quel point c'est inconscient de leur part. Observez ce qui se passe quand vous quittez Cotonou. Vous descendez de l'échangeur immédiatement. Vous savez que le passage sous l'échangeur a été bloqué. Vous voyez les messieurs, ils prennent leur moto, ils traversent, ils traînent, hein, ils demandent à des petites gens à côté là, qui les aident à passer de l'autre côté. Et on bloque la circulation. Les voitures ne passent pas, rien ne passe. J'ai subi ça même très tôt ce matin, où il y a même... Et c'est fréquent. Oui, c'est très fréquent, où on a bloqué la circulation et nous on attendait que la vague de motos puisse quand même sauter. On est passé de l'autre côté. Quand vous dites ça, quel est le prochain tournant ou la prochaine ouverture quand on quitte Calavi avant le feu d'Anglais ou je ne sais où encore. Quand vous quittez par exemple Cotonou, pas Cotonou, Calavi, je suppose Ouédonou, et que toutes les issues ont été bloquées, pourquoi vous n'allez pas tourner au niveau de la boulangerie Saint-Daniel? On remontait sur l'échangeur. C'est pour votre sécurité. Ce que vous faites là, si moi je perds par exemple, je peux être à Vive-Allure, je peux être dans les vapes. Parce que tous ceux qui sont au volant ne sont pas forcément... C'est un excès de vitesse, c'est une infraction aussi. Je ne suis pas forcément présent d'esprit quand je suis au volant. Et vous n'allez pas dire que tous ceux qui sont au volant sont forcément exempts de soucis et doivent être obligés de voir tout ce qui se passe. Encore que on n'est pas obligé de bloquer la voie pour que les motocyclistes passent. Alors quand vous commencez à bloquer la voie, alors que je ne sais pas, et vous faites transporter votre moto sur la tête, pour traverser la chaussée. Oui, j'ai vu ça ce matin. J'ai été vraiment scandalisé. Je pense que rien n'explique le comportement des motocyclistes et parfois même de certains véhicules
Hier, par exemple, il y a eu un accident au niveau, un peu avant le pont de Djono, en remontant sur Cotonou. Bloqué toute la circulation. Bloqué toute la circulation. Mais figurez-vous qu'il y a un monsieur qui a préféré détourner son trajet de l'autre côté et se retrouver nez à nez avec des camions. Il a fallu que le policier remarque cela et qu'il vienne devant lui pour dire va retourner pour faire le rond-point et de repasser dans le sens normal. Il y a des Béninois qui pensent qu'ils sont les plus intelligents, qui sont les plus malins. Et lorsque, les plus pressés, mais le policier a bien fait. J'ai beaucoup apprécié. Vous voyez, en de pareilles circonstances, très souvent, on estime que c'est le policier qui agit mal, ou qui est trop sévère, ou qui est trop zélé. Je pense que les citoyens aussi doivent faire un peu plus attention à leur vie. Parce que j'ai l'impression que, vous imaginez, pas plus tard que la semaine écoulée, j'ai vécu une scène qui m'a simplement horrifié. Le monsieur, il était à moto. C'est lui-même qui conduisait. Il prend son téléphone, et je crois qu'il était sur WhatsApp, un truc comme ça, et il faisait audio, et il conduisait sans casque, s'il vous plaît, sans casque. Et il parle, il écoute, il parle, il écoute, et il évoluait. Et il a fallu de peu pour qu'il heurte une dame qui traversait la voie. Et c'est là que tout le monde s'est mis à crier sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait, simplement ? Il lance la main du genre, allez vous faire foutre. Ouais. Vous imaginez ce genre de scène. Ce monsieur, par exemple, il a dit à la maison, je reviens. Je vais à côté, je reviens. Imaginez un peu, si un accident se passait et qu'il heurtait le trottoir, le terre-plein central avec la tête. Après, il va dire, non, c'est la sorcière du village, c'est telle personne, c'est ci, c'est ça. Non, attendez, il faut que nous prenions conscience de notre sécurité, de notre vie. Et le plus dangereux, c'est que ceux-là, ce sont eux qui viennent créer souvent des problèmes aux autres qui sont dans les normes. Imagine la dame qui l'a failli conduire. La dame traversait au niveau du passage piéton, c'est-à-dire qu'elle était en règle. Vous imaginez, il allait la cogner, la dame, la pauvre dame, allait passer son temps à l'hôpital si elle a encore la chance de vivre. Et moi c'est ça le véritable problème. Ce sont des gens, ce sont des bombes à retardement dans la circulation qui créent des problèmes aux autres usagers qui sont normalement dans les règles. Et là, je pense que la police doit être encore plus rigoureuse. Le personnel de la police républicaine, c'est des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des époux à la maison et qui ont des soucis aussi. Oui. Ce ne sont pas des gens qui sont sur la voie parce qu'ils n'ont rien à faire ou qu'ils ont choisi, ils ont mal choisi leur métier. Non, ce sont des gens à respecter. Lorsque vous êtes en infraction, moi par exemple la dernière fois, j'ai oublié de mettre ma ceinture, j'ai été arrêté, on a pris mes papiers et je suis allé bonnement prendre mon papier, le bout de papier qu'on amène au trésor là. Et c'était douloureux pour moi, mais ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé. Et j'ai su que désormais, il faut porter ma ceinture. Donc, c'est comme ça qu'il faut agir. Il y en a parmi eux qui exagèrent aussi. Hein. J'ai quelques éléments, même si parfois je me demande si les témoignages qu'on m'envoie sont vraiment fondés. Il y a quelqu'un qui dit les policiers tabassent les gens, notamment à Zobotoma. Il y a quelqu'un qui dit que les policiers en profitent pour prendre les numéros de nos femmes quand il laisse ça. Non, lui, il a un autre problème. Non, mais c'est le mec qui a appelé le William va parler, oui. Même hors de ce contexte, je me souviens dans un projet où j'intervenais que la principale plainte des hommes, on parlait de bonne collaboration entre officiers de police et citoyens. Vous savez, quand les chefs de village, quand les autorités, les notables se levaient, la première des choses qu'ils disaient, c'est que, messieurs les chefs des policiers, tant que vous n'allez pas dire à vos agents que quand ils vont devenir nos rivaux dans nos quartiers et dans nos villages, nous ne serons jamais amis, nous ne collaborerons jamais avec la police. Donc ça ne date pas de la répression. C'est une récrimination qui est faite à la police et au corps habillé en général et dont ils doivent tenir compte. Par endroit. Et moi, Tanguy, quand vous parlez de dérives, il y a vraiment des dérives, notamment dans nos grandes villes. Je crois que cela s'est calmé un peu plus cette semaine, oui. Mais la semaine écoulée et la semaine d'avant, vous voyez des policiers dans un excès de zèle terrible, dans l'abus. On vous arrête pour des infractions que vous ne connaissez pas. Des gens vous racontent des choses, vous dites que ce sont des scènes inventées. Des gens qui traversent avec une moto peut-être éteinte ou avec une petite panne sèche, je ne sais pas quoi. Des gens qui traversent et parce que le pneu est sur la chaussée pendant qu'on traversait, on dit vous n'avez pas le droit, quel que soit l'état de votre moto, d'être sur la chaussée avec des deux roues. Et donc on les arrête. Ou des gens qui attendent dans un feu tricolore pendant que le feu marche peut-être, mais que la police
police est là pour réguler. Normalement, la présence de la police soit à toute autre indication ou signalisation du feu tricolore. Ils préfèrent, voilà, des gens encore qui choisissent les règles qu'ils doivent suivre. Ils préfèrent suivre le feu pendant que le policier n'est peut-être plus là et paf, on l'arrête. Ou carrément, vous voyez que le policier s'arrange pour l'infraction. Vous êtes là, vous avez peut-être mis ce qu'il faut, les sangles, oui, le casque est mis, mais il vous arrête, il dit non, que vous êtes mal comporté, vous êtes mal arrêté en plein milieu de la rue. Oui, il y a de quel comportement? La route est bien tracée, d'accord. Il y a des limites. On s'arrête comment? Parce que l'infraction, quand vous ne la notifiez pas et que la personne ne comprend pas l'infraction, vous ne pouvez pas la verbaliser. Vous savez, plusieurs fois j'ai été contraint à cet aspect-là, quand j'animais mes émissions sur la sécurité routière. Et effectivement, il y a un problème d'éducation routière qui se pose au niveau des usagers. Vous imaginez, vous avez parlé tout à l'heure de ceux-là qui poussent leur moto. Plusieurs fois, j'ai vécu le cas et je l'ai même filmé une fois. Vous savez ce qu'ils font? Ils se retrouvent sur la chaussée normalement, au lieu d'être au niveau de la piste cyclable. Et c'est à la vue du policier qu'ils éteignent le moteur et ils estiment, en fait, ils simulent une panne en tirant la moto, alors qu'entre-temps, le policier avait déjà eu le temps d'avoir le coup d'œil et l'avait vu déjà venir. Donc, du coup, quand il vient, il arrête, mais là, par mauvaise foi, il dit non, j'étais en panne. L'autre chose aussi, c'est que quand tu traverses, quand tu t'arrêtes, quand il y a le policier, dans le code, il est clair que, quelle que soit la beauté des feux de signalisation, quand le policier est là, c'est lui qui régule, vous ne suivez que le policier. Ben, vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Parfois, il voit le policier, parce que c'est ouvert, il passe, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut effectivement une éducation routière à nos usagers. Oui, dès qu'il est là, il vous donne votre dos, enfin son dos, vous comprenez qu'il revient, il vous fait face pour vous donner le top pour continuer. Et il se met de façon latérale encore pour vous faire passer. Tout le monde ne comprend ça. De dos, voilà, ou face à vous, vous devez vous arrêter. Absolument. C'est quand il est de profil que vous pourrez passer. Oui, voilà. Donc moi je pense que il faut maintenir la dynamique. Il faut maintenir la dynamique parce que c'est très beau de voir les gens porter leur casque et en circulation. Sans les bavures, bien sûr. Non, il faut maintenir la dynamique. Sans les bavures, il y en a eu. Écoutez, je pense que même on va laisser. Vous savez, un policier qui arrête par exemple, j'ai vu les tokpa là, qui sèment la pagaille sur la chaussée à Cotonou, sur la route. Et il n'était pas en règle au niveau du carrefour du campus là. Le policier l'a arrêté, mais il a nagué dans le véhicule, tout s'était mis à ricaner. Mais tout ce qu'il a fait, moi je l'ai observé, il a pris le numéro de ce tokpa là. Cela voudra dire que tout au long de la journée, lui, il a du souci à se faire. Lorsque le policier va le faire, vous n'êtes pas là pour suivre la scène, c'est que pour vous, il est dans l'abus. Vous voyez, moi j'ai vu ça et je suis sûr qu'au cours de la journée, il va donner la consigne sur toute la ligne et ils vont lui rendre la vie difficile. Ça, moi par exemple, ce n'est pas de l'abus. On doit lui rendre la vie difficile pour lui montrer qu'on ne doit pas narguer un policier. Parce que dans le véhicule, il avait constaté quelque chose, il lui a dit d'attendre. Il devait obtempérer, attendre pour écouter l'agent de sécurité qui l'a interpellé. Donc, lorsqu'on ne maîtrise pas les règles, vous pouvez attendre et dire au policier, expliquez-moi pourquoi vous m'avez arrêté. C'est votre droit le plus absolu. De savoir pourquoi on vous a arrêté. On vous a arrêté, mais le narguer, l'insulter, lui proférer parfois, ils vont même jusqu'à menacer. Tu ne feras plus jamais ça dans ta vie. Ils ont été mandatés pour ça. Ils ont été formés aux frais de l'État pour ça. Et ce ne sont pas des imbéciles qui sont sur la voie, c'est des gens qui ont porté la tenue pour régler des problèmes. Et c'est en cela que je décris souvent la complicité tacite des populations. Oui. Quand on parle de dérive, justement, le seul point sur lequel moi j'aimerais bien attirer l'attention de la police républicaine, c'est quand l'usager constate qu'il est en infraction et qu'il voit déjà que là on veut l'arrêter, il prend la peau d'escampette. Qu'on se mette dans une course-poursuite derrière cet usager jusqu'à créer des accidents, là, je ne suis vraiment pas d'accord. Parce que on veut créer la peur du gendarme. Et le fait que cet usager indélicat se retrouve déjà, sente déjà qu'il est en infraction et qu'il commence par prendre la fuite, c'est déjà là une prise de conscience qu'il a compris que lui-même, qu'il n'est pas en règle. Et que le policier prenne sa moto ou sa voiture et qu'il se mette à le pourchasser, là, vraiment, je pense qu'il y a un problème. Si par exemple la voie est dégagée et qu'on peut l'arrêter sans problème,
Pas de souci. Vous savez, on peut relativiser ce que vous dites. Apparemment, vous ne voulez pas me laisser terminer cette émission. Merci et de conservation des engins qui parlent les Béninois. Une infraction au code de la route ne veut pas dire que vous retrouvez votre engin après, sans rétroviseur, sans clignotant, et que vous, chez le mécanicien, vous aurez à dépenser 50 000 ou 40 000. Une infraction au code de la route ne permet pas à l'autorité de l'État, qui qu'elle soit, de vous dépouiller de l'état de votre moyen de déplacement. Ça dit qu'il faut quand même voir les conditions dans lesquelles ces motos sont transportées. Voilà. Et vous ne demandez pas quand même aux policiers de mettre au dos votre moto à califourchon et d'en prendre soin comme un nouveau-né. Oui. Mais vous voyez, au temps fort de cette répression, permettez le terme, le mépris avec lequel parfois on a embarqué certaines motos. On les entasse parfois dans certains commissariats trop spacieux pour contenir autant d'engins. Moi, je demande juste un peu d'humanité, On comprend le bien fondé. Je pense que c'est non, ce ne sont pas des détails, Franck. C'est à ça que le citoyen, bafouent l'opération. C'est à ça que le citoyen bafouent l'opération. Merci beaucoup d'être passé par ici. J'ai encore des messages qui pleuvent concernant justement, je dois dire, les numéros de femmes que les flics prennent. Et il y en a qui a dit, ma copine, on l'a gardée au commissariat pendant plus d'une heure de temps alors qu'elle a payé les 10 000 parce que justement le policier voulait prendre son numéro. Allez les gars, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Oui, mais c'est pas autant de services. Ils sont au boulot. Est-ce qu'il est écrit sur le front d'une jeune dame très belle qui vient vers vous, épouse de oui, mais même s'il n'est pas écrit là-dessus, il n'est pas de l'obligation du policier il tente sa chance de prendre des numéros pendant qu'il est en action. Si vous êtes marié, il est avant tout humain. C'est comme si vous justifiez qu'un médecin qui est en face de lui, c'est pas moi, une femme, un gynécologue même, décide de prendre son numéro avant de passer à la consultation. Écoutez, que chacun reste dans son couloir. Pour le suivi. Bonne journée les gars. Allez, vous allez suivre ce que je ne comprends pas, qui parle de casse et de represse. Permettez-moi de me concentrer pour finir la conclusion, s'il vous plaît. C'est pour la suite de l'émission. D'accord. Et la revue de presse. Bonne journée. Dites-nous ce que vous ne comprenez pas de l'attitude des vendeurs. Bon, ce que moi je ne comprends pas là, on dirait que les vendeurs là, ils veulent profiter de cela pour s'enrichir. D'abord là, depuis que le gouvernement a lancé ce problème de casse là, on constate qu'il y a une augmentation des prix, des casses au niveau des vendeurs. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour acheter ou bien pour payer ou bien pour approvisionner, pour pouvoir utiliser les casses en besoin. Or que pour que tout le monde puisse en avoir, ou bien il faudra que les vendeurs diminuent le prix des casses. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les vendeurs ont augmenté subitement le prix des casques. Sachant bien que le gouvernement nous oblige à avoir chacun son casque. Normalement, ils devraient diminuer le prix pour permettre à tout le monde d'avoir son casque. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le casque. Bien vrai que le casque est une mesure de sécurité, mais vu qu'elle a été imposée, maintenant les prix ont changé. Le casque, par exemple, était avant à 5 000, mais maintenant il est passé à près de 7 000 et même d'autres à 10 000. Alors pour un parent qui a minimum 3 enfants, comment voulez-vous que ce parent-là achète 3 casques à ses enfants? On suppose qu'on fait 10 000 fois 3, ça fait 30 000. Moi, j'aimerais bien que l'État subventionne les casques, soit pour les IEM, parce qu'il y a plusieurs IEM, et aussi pour les parents qui n'ont pas les moyens. Sinon, on ne pourra pas, c'est vrai que c'est une mesure de sécurité, mais avec cette répression, on ne pourra pas supporter, parce que les casques sont maintenant trop chers. L'État n'a qu'à subventionner parce que les gens augmentent trop de l'argent. Oh, il y a dans les familles 5 enfants, 4 enfants. Voilà le moment qu'on est en train de traverser. On ne peut pas payer les casques pour tous les enfants, non.